Bob Lazar est l'un des personnages les plus énigmatiques et controversés de l'ufologie, ou panologie si c'est un mot. Selon les personnes à qui vous parlez, c'est soit un brillant physicien qui a brièvement travaillé sur la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres pour le gouvernement américain, soit, pour être franc, un imposteur qui a inventé une histoire folle sur son travail, sur des vaisseaux extraterrestres. À la fin des années 88, début 89, Lazar affirme qu'il a été embauché pour travailler dans une installation hautement classifiée, appelée S4, prétendument située au Papoose Lake, à quelques kilomètres au sud de la base principale de Groom Lake, connue sous le nom de Zone 51 au Nevada. D'après Lazar, il y a été transporté secrètement par Janet Airlines, emmené dans un bus aux vitres teintées, et missionné de comprendre les systèmes de propulsion de 9 vaisseaux spatiaux extraterrestres récupérés et stockés dans des hangars souterrains profonds. Il a décrit en détail un engin en forme de disque, surnommé le Spore Model, et a affirmé qu'il était alimenté par une forme stable de l'élément 115, un réacteur à antimatière générant des ondes gravitationnelles pour la propulsion. Il a aussi affirmé avoir lu des documents d'information concernant un contact extraterrestre avec la Terre, remontant à 10 000 ans. Lazar s'est exprimé publiquement pour la première fois en mai 1989, dans une interview à visage masqué, avec notre ami et collègue George Knapp de Weaponized. Il était sur la chaîne télé de Las Vegas Callas. Et Bob Lazar, lorsqu'il est apparu, a utilisé un pseudonyme, Dennis. Il a révélé son identité complète plus tard cette année-là. Les sceptiques et détracteurs, y compris Stanton Friedman, l'un des ufologues les plus éminents, ont suggéré que son histoire était un mensonge. Il souligne que MIT et Caltech, où il aurait obtenu ses masters, n'ont aucune trace de sa présence, ou de l'obtention d'un diplôme, des archives quasi impossibles à effacer. Son emploi au laboratoire national de Los Alamos, où il affirme avoir été physicien, ne serait en réalité que celui d'un technicien et non d'un physicien senior comme il le prétendait, ou du moins selon les archives officielles. Le vrai élément 115, le moscovium synthétisé en 2003, est hautement instable avec une demi-vie de fraction de seconde. Rien à voir avec le carburant manipulateur de gravité, décrit par Lazar. Les critiques remettent également en cause ces affirmations selon lesquelles il travaillait sous l'égide du soi-disant département de l'intelligence navale, affirmant qu'aucun tel organisme n'existe et qu'il n'y a pas de témoins corroborants, ni de preuves physiques, après plus de 40 ans, pour étayer ces déclarations. Les partisans affirment que le gouvernement a effacé ses antécédents pour le discréditer. Bob affirme que son histoire n'a jamais changé, et elle reste l'une des plus controversées et clivantes et durables de l'ufologie. Eh bien, voici aujourd'hui, pour nous aider à résoudre le mystère de Bob Lazar, mon ami Luigi Vendetelli, qui a réalisé un film absolument remarquable, un véritable chef-d'œuvre sur Bob Lazar. En tant que producteur indépendant, Luigi a réalisé un film enquêtant sur le phénomène d'enlèvement par OVNI, appelé « We Are Not Alone ». Et nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il a réalisé un film absolument génial intitulé « S4, l'histoire de Bob Lazar ». Il est sorti début avril et est désormais disponible sur Amazon Prime Video, mais pas encore, Luigi. Pour les Australiens, vous avez un public en attente. Je suis très contrarié par ça, mais je peux déjà dire que le film sera un succès retentissant, parce qu'il est déjà numéro 1 sur Amazon. Aux États-Unis, le film bat Avatar, rien que ça. Luigi, bienvenue à Reality Check. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Parlons d'abord de vous.
Qu'est-ce que ça fait d'être un réalisateur à succès, de sortir un film à propos de quelque chose dont le gouvernement américain nie l'existence? Tout d'abord, merci Ross de m'accueillir. C'est vraiment cool d'être dans votre émission. En ce qui concerne ce que ça fait d'être cinéaste, je vais continuer à le dire. Je suis un réalisateur en herbe. C'est la première chose que j'ai jamais faite au cinéma. Être numéro 1 aux États-Unis sur Amazon paraît irréel. À moi et à tous ceux qui ont travaillé avec moi. L'équipe est hystérique. Tout le monde se dit « Mais c'est incroyable, Bob est vraiment sous le choc. » Il dit « Je n'aurais jamais imaginé que ça atteindrait un tel niveau. » Et on est tous un peu pareils. On est tous surpris que ça marche aussi bien. Et je suis super content de ça, d'être numéro 1 aux États-Unis. En ce qui concerne l'Australie, ça arrive sur Amazon, je vous le promets. Vos gars ont des formalités vraiment strictes pour sortir quelque chose en ligne. Mais c'est sur le point d'être disponible sur Amazon là-bas. Tout le monde le réclame ici. Luigi. Ils veulent savoir. On sait. C'est ma faute. Jetons un coup d'œil sur quelques-unes des incroyables images de synthèse que vous avez réalisées. Ce que vous avez fait dans ce film, S4, l'histoire de Bob Lazar. C'est entrer dans la tête de Bob Lazar, vous asseoir avec lui, littéralement pendant des années, et le faire reproduire. Exactement. Ce qu'il a vu à l'intérieur de cette soi-disant non-existante installation appelée S4, près du lac Papoose. Regardez ça. Ce sont des images extraordinaires. Nous regardons en ce moment une immense soucoupe volante, posée au milieu de ce qui ressemble à un immense entrepôt. À quel point est-ce que ce que nous voyons ici, Luigi, est proche de la réalité? Tout ce que vous voyez a été construit de zéro. Tout a été fait à la main, avec moi et toute l'équipe. Et ce que vous voyez, c'est une parfaite reconstitution. C'est à taille réelle. Nous avons créé une installation de taille réelle, un engin à taille réelle. Nous avons introduit des caméras à l'intérieur, donc ce que vous voyez est la représentation la plus réaliste de ce que Bob Lazar prétend avoir vu à SC4 à l'époque. C'est fascinant, et je l'admets, c'est captivant, de voir ce qu'il y a dans la tête de Bob Lazar, sur ce qu'il dit avoir vu. Je veux vous demander, à vous et à vos collègues, vous avez été avec lui pendant des années. Je dois admettre, honnêtement, que je ne sais pas quoi penser de Bob Lazar. Je le trouve extrêmement sympathique, agréable, drôle, amusant et très intelligent. Je ne vois pas de perfidie. Je ne vois pas de tromperie sur son visage. Je me demande ce qu'il pourrait bien avoir à y gagner à mentir sur quelque chose d'aussi dramatique et à se causer autant de tort avec l'état de sécurité nationale si c'était faux. Croyez-vous que Bob Lazar raconte la vérité? Oui. Pour résumer, oui. Après 4 ans et demi, absolument. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Bob Lazar dit la vérité. Mais je dis toujours, et c'est important, je ne pense pas qu'il nous dise tout. Je pense qu'il y a des omissions dans ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Il y a des parties de l'histoire qui ne sont clairement pas discutées. Après avoir parlé à Bob, j'ai même un morceau d'une interview que j'ai avec lui où il le dit lui-même. Ce n'est pas dans le film, mais nous allons le publier sur notre plateforme. Et il dit, après toutes ces années, il y a certaines choses qu'il a gardées pour lui, au cas où quelqu'un prétendrait être associé à SC4 ou aux anciens programmes de l'époque. Il dit qu'il y a certaines informations que ces personnes reconnaîtraient absolument. Et il dit que ce ne sont pas des détails gigantesques. Ce n'est pas de l'info révolutionnaire. Mais ce sont de petits détails que les gens connaîtraient s'ils y étaient. Combien de temps Bob Lazar a-t-il été physiquement sur le terrain à S4?
C'était donc un travail irrégulier pendant près de 6 mois. Et je dirais que ça devait être moins que ça. Il dit que c'est entre 4 et 6 mois. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que cela lui est arrivé en 1988. Et il dit toujours, plus je vieillis, plus tout se mélange. Donc il dit, la chronologie réelle m'est de plus en plus difficile à séparer au fil du temps. Il n'y a aucun doute qu'il était là-bas. À partir de décembre 1988, c'était la première fois qu'il y était. Je pense que c'était fin décembre 1988, et cela a évidemment débordé sur 89, jusqu'en mars-avril, par là. Donc, on ne parle vraiment que de quelques jours au cours de ces mois qu'il a passé là-bas. Il y avait clairement plus que quelques jours. Nous en avons parlé. Il y avait des moments où il disait « Ce n'était pas un travail quotidien, c'était en alternance. C'était une semaine. Non, 2 semaines, pardon. 1 semaine de travail, 2 semaines de repos. C'était à des heures différentes de la journée qu'il était appelé par quelqu'un pour se présenter à IGG, au terminal, à l'aéroport McCarran, d'où opère la compagnie Janet Airlines, et il devait juste être là 20 minutes après l'appel. Il dit que ce n'était jamais à heure fixe, et ce qui a dû lui causer des problèmes. Si vous connaissez l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie personnelle. Lorsqu'il travaillait à S4, y compris avec sa femme de l'époque, il devait parfois partir le soir. Ou la nuit, cela l'a fait se demander s'il avait une liaison ou quelque chose de ce genre, ce qui a peut-être incité son infidélité à elle, ce qui a provoqué un genre de problème dont il n'était pas au courant, où les personnes en charge du contrôle de sécurité, parce qu'il avait été envoyé sur le site avant d'avoir son autorisation complète. C'est très clair à ce sujet. Il n'avait pas encore reçu cette autorisation complète, mais il était déjà sur place. Est-ce que cela vous semble plausible? C'est une chose qui m'a toujours gêné. Sachant comment fonctionne l'état de sécurité nationale, connaissant de nombreuses personnes travaillant dans le monde, des autorisations de sécurité, on ne peut pas se gratter le nez sans avoir une autorisation de sécurité. Pourquoi l'état de sécurité nationale donnerait-il accès à un physicien, s'il est bien physicien, ou à un technicien photo? Si c'est un technicien photo, pourquoi l'aurait-il envoyé à l'installation la plus sécurisée d'Amérique, sans avoir verrouillé les détails de son autorisation de sécurité? Je ne pense pas qu'il faille envisager les choses sous cet angle uniquement. Vous et moi, Ross, pouvons tous les deux dire que nous étions vivants en 1988 et que nous travaillions déjà. En tout cas, moi, oui, à ce moment-là. J'avais déjà un petit boulot d'été. J'étais bien plus jeune, j'ai 51 ans, mais je faisais déjà quelque chose en 88. À l'époque, les choses étaient très laxistes. Si on compare 1988 et 1989 à aujourd'hui, c'était différent. Les mères conduisaient des voitures sans ceinture de sécurité, avec des enfants dans la voiture. Les gens fumaient, buvaient de la bière dans la voiture. 88 et 89, c'était une époque totalement différente, parce qu'on ne peut pas oublier quand ça s'est passé. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais quand ça s'est passé. Parce que si on regarde en arrière, on était laxiste. C'était différent. Parfois, on obtenait une recommandation et on s'occupait de toute la paperasse plus tard. Mais on avait le poste. Ça m'est arrivé aussi d'ailleurs. Ce n'est donc pas rare de voir quelque chose de ce type se produire dans les années 80. Et je ne pense pas que ce soit si inhabituel. Mettons de côté le témoignage de Bob un instant. Parce que beaucoup de cette histoire repose sur le témoignage de Bob Lazar. Y a-t-il d'autres preuves qui, d'après vous, soutiennent l'histoire de Bob, ou qui, du moins, renforcent ces affirmations? 100%. Il y a un élément de preuve important dans notre film. Vous avez vu le film, non? Il faut examiner ça sous 2 angles différents. Et j'ai dû moi-même examiner ça sous ces 2 angles. Parce que, premièrement, est-ce que Bob Lazar est bien allé à Groom Lake, sur le site d'essai de Nevada, près de la zone 51? Et est-ce qu'il a été amené dans une installation secrète? C'est la question numéro 1. Et deuxièmement,